Éditorialiste politique, ancien patron de Radio France ou de France Télévisions, c'est Patrice Duhamel qui arrive avec un livre étonnant, Patrice Duhamel, parce qu'il s'appelle Le crépuscule des dieux. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Quand je dis étonnant, c'est qu'on y découvre des secrets, finalement, bien gardés de la République, la question de la santé de ceux qui nous dirigent. Et c'est romanesque, c'est souvent tragique. Vous appelez ça le crépuscule des dieux. On parle de Chirac, de Gaulle, de Mitterrand. Et on y découvre des hommes frappés par le destin. Alors, il y a deux lectures dans tous ces destins. Vous avez raison d'utiliser ce terme, parce qu'il y a la lecture du courage, ce courage incroyable qu'ils ont face à la maladie, notamment Georges Pompidou et François Mitterrand, qui savent qu'ils sont très atteints par la maladie. Ils savent assez vite qu'ils peuvent disparaître à tout moment, quasiment. Et puis, il y a l'autre lecture qui est, comme on dit aujourd'hui, est-ce bien raisonnable ? Oui. On a pris un risque, on a mis le pays un petit peu dans l'interrogation. On n'est pas préparé à avoir une succession. Et ce sont ces deux lectures, moi, qui m'ont fasciné, notamment ce qui est totalement inédit dans le livre, c'est-à-dire le journal que tenait le grand professeur de médecine de l'époque de Pompidou, qui s'appelait Jean Bernard, qui était le plus grand médecin, la grande référence de la médecine en France à ce moment-là, qui avait été choisi par le fils de Georges Pompidou, qui était lui-même un jeune médecin, pour soigner, pour traiter son père, mais qui en même temps n'avait pas le droit de voir le président. Oui. Ni le futur candidat. Il ne l'a vu, médecin à patient, que la veille de la mort de Georges Pompidou. Donc il y a une espèce de... Vous utilisez le mot tragique, c'est exactement ça. Oui, hein. On est dans une espèce de Shakespeare, avec des souffrances franchement innommables. Quand on lit ce qu'écrivait donc le professeur Jean Bernard, qui tenait un journal, qui écrivait 1 ou 2 fois par semaine, ce qui lui était arrivé. Il n'y avait pas que la maladie de Georges Pompidou, mais elle est omniprésente dans ce journal que la famille m'a autorisé à utiliser pour ce livre. Et on voit l'évolution de la souffrance, on voit le diagnostic de la maladie plus de 6 mois avant sa candidature. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il était président, il était déjà malade depuis plusieurs mois. Candidat, il est déjà malade, il ne connaît pas ce qu'on appelle la létalité, c'est-à-dire il ne sait pas que c'est mortel et que c'est incurable. Il le saura quelques mois après avoir été élu, ce qui est là aussi est tragique, mais il sait que c'est grave, il sait que c'est une maladie du sang, il sait qu'il fait des hémorragies, et il sait qu'il a un traitement de cortisone à haute dose qui l'épuise le plus souvent, pas tout le temps, il y a quelques périodes de rémission, mais le plus souvent il est épuisé. Et en réalité, c'est vraiment des interrogations. C'est la première phrase du livre, je dis c'est des questions absolument vertigineuses. Oui. Moi, je ne me permets pas de juger. Je me contente de dire, voilà les faits, voilà ce qui s'est passé. Après, on peut en tirer des leçons. Mais c'est au lecteur, d'ailleurs, de le faire. C'est vrai. Alors, on y parle aussi de Chirac dans ce livre, on y parle du général de Gaulle. Mais c'est vrai que le cas de Georges Pompidou, qui va mourir en 1974 d'une maladie du sang, va apparaître symbolique, parce qu'à l'écran, on le découvre bouffi. Et on vous dit, vous, jeune journaliste, Patrice Duhamel, on me fait revenir. On vous fait revenir d'urgence à Cognac-G. Parce qu'on ne peut pas montrer cette image, on ne veut pas montrer cette image. On me dit, un patron de l'information, j'étais un junior, hein, j'avais 27 ans, je crois, 26-27 ans, et on me refait venir d'Islande, et on me dit, est-ce que vous savez garder un secret d'État ? C'est la première fois qu'on me posait cette question, bien évidemment. Je dis, oui. Voilà, je ne pouvais pas dire autre chose. C'était pas glorieux, mais enfin, je ne pouvais pas dire autre chose. Donc, on me dit, pas de gros plan du président de la République, c'est une instruction de l'Élysée. Alors, l'ORTF, c'est pas la télévision publique d'aujourd'hui, hein. C'était quand même un système qui était assez verrouillé. Oui. Et voilà, donc... Mais ça passe quand même, vous dites, les gens vont quand même voir les images du président avec, visiblement... on ne le reconnaît plus, quoi. Est-ce qu'on apprend dans le livre, et ce que j'ai appris moi-même il y a quelques mois en découvrant ce journal du grand professeur qui soignait Georges Pompidou, qui a inventé l'hématologie dans le monde. Il soignait en même temps le Shah d'Iran, qui était victime de la même maladie, et c'est à lui qu'on faisait appel dès que des grandes personnalités avaient des problèmes sanguins. Et
Ce qui est extraordinaire, j'ai appris en lisant ce journal que vous parliez du sommet avec Nixon à Reykjavik, où on voit effectivement un Georges Pompidou méconnaissable. Alors que Nixon apparaît bronzé. Voilà, tout à fait, absolument. Alors qu'il était dans l'affaire de Watergate. Hein, c'est lui qui, politiquement, était beaucoup plus en difficulté. Mais on apprend que 3 jours avant, il a failli ne pas venir, qu'il a fait une crise, qu'il avait 42 fièvres, et qu'on s'est demandé si ça ne pouvait pas s'aggraver subitement. C'était en permanence la maladie qui était omniprésente. Oui. Donc il y a à la fois ce courage contre la maladie, et puis le fait que, d'une certaine manière, et en tout cas dans les 2 dernières années, c'est comme François Mitterrand, et ça je me permets de l'écrire dans la conclusion, c'est pour moi une quasi-certitude, c'est-à-dire que dans cette dernière période, les deux, et c'est assez parallèle et similaire, n'avaient ni la force de présider. Non, il y avait des moments où ils ne pouvaient pas prendre de décision. Ils n'étaient pas en mesure, ils étaient tellement malades, ils avaient tellement mal que, par exemple, Pompidou disait au secrétaire général de l'Élysée, qui s'appelait Édouard Balladur, écoutez, là, moi, je peux pas, je souffre trop, il lui disait, je suis trop... Cette maladie m'obsède et j'ai envie de tout envoyer balader. Absolument. Je ne peux pas m'occuper d'autre chose que de ma maladie. Et pour la première fois, 3 jours avant ce déplacement à Reykjavik, qui a fait découvrir ce président évidemment malade, lui avait évoqué, notamment avec son fils, le mot de démission, alors qu'il était président de la République depuis moins de 3 ans. Donc on est vraiment dans le tragique et à la fois dans une forme d'héroïsme face au mal. Mais en même temps... Comment on tranche ça? Parce que rien n'est prévu dans notre Constitution. Oui, rien. Oui, voilà. Mais en même temps, Pompidou dit, à un moment donné, je n'y arriverai pas. Oui. Il est 1 an avant, il sent qu'il n'y arrivera pas. Et au fond, on lui cache aussi quelque part des choses. Alors, on ne lui dit pas, lui, directement. Alors, il va apprendre progressivement que la maladie est incurable. Donc, au bout de 2 ans et demi, 3 ans de présidence, il comprendra. On ne lui dit pas, vous avez un cancer du sang, une leucémie. On lui dit, vous avez un problème avec la moelle osseuse. Enfin bon, c'est quand même quelqu'un d'extraordinairement cultivé, qui connaît à peu près tout des grands sujets de la société française. Donc, il sait que c'est gravissime. Et en même temps, il veut aller au bout, il pense qu'il peut aller au bout de son mandat. C'est là où il y a ce choix permanent, tragique, où il dit, là, je ne peux pas tenir, et puis il n'a pas préparé non plus sa succession. Mais en même temps, Patrice Duhamel, il y a même après sa mort, et là, vous décrivez ce qui s'est passé à l'ERTF, on continue de mentir, on ne veut pas dire la maladie. Le soir de sa mort, on dit... Alors, j'ai pas le temps de tout raconter. On dit qu'on est surpris. On a des journalistes qui viennent, je crois que c'est Zitron, qui dit c'est une grande surprise. Oui, et il n'y avait pas de ce qu'on appelle dans notre métier, vous connaissez ça comme moi, les rétros, c'est-à-dire des portraits des personnalités susceptibles de disparaître. Des nécrologies. Voilà, donc, normalement, il y a un placard où on range, on prépare à l'avance. Par ordre alphabétique. À l'avance des enregistrements qui sont prêts. Et donc, l'Élysée avait donné l'ordre de ne pas préparer de nécrologie pour Georges Pompidou, parce que ça aurait alimenté les rumeurs qui circulaient, etc. Donc, par ordre alphabétique, là, une grande armoire où il y avait toutes ces nécrologies est ouverte. Vous avez voit Elvis Presley. Pinet, Poher, Elvis Presley, pas de Georges Pompidou. Oui. Et on a récupéré, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était absolument surréaliste. Pas moi, parce que j'étais un jeune, encore une fois, journaliste, mais la hiérarchie de l'information récupère un portrait de Pompidou qui avait été fait par la télévision japonaise. Oui. Et c'est celui-là qui est diffusé. Ils vont rappeler l'équipe japonaise de revenir. Il faut atterrir l'avion. Il faut atterrir l'avion. Ce qui est incroyable. Donc le mensonge. Mais au fond, quand on parlait de François Mitterrand, Georges Pompidou, Mitterrand, il est élu depuis 6 mois en 81, c'est l'histoire de sa vie. Et on lui annonce qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Et il donne comme instruction à son médecin personnel, Claude Gubler, de faire pendant 13 ans, 2 fois par an, tous les 6 mois, un bulletin de santé mensonger. Ouais. Donc si vous ajoutez... C'est là où se pose le problème politique et institutionnel. Est-ce qu'il y a l'aspect intime que vous avez évoqué, il y a l'aspect philosophique, presque psychanalytique de ce choix permanent entre la douleur et puis la poursuite de l'action de l'exécutif. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que après la mort, la famille a demandé que les Français ne sachent pas de quoi était mort le président de la République. Il a fallu que les médecins
sans faire de communiqué, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais distille et diffuse un peu d'informations dans les rédactions, et on a su à ce moment-là ce qu'il avait. François Mitterrand, il y a 14 ans de bulletins de santé mensongers, quand il est opéré pour la première fois, on sait qu'il a un cancer de la prostate, juste on oublie de dire à ce moment-là qu'il a des métastases partout, et que c'est ça qui le fait souffrir et qui le fera mourir quelques années. 3 mois à vivre, 3 mois à quelques mois. Quand la maladie est diagnostiquée, en 6 mois après son élection, on lui dit « Vous avez entre 3 mois et 2 ans à vivre, vous vous rendez compte ?» C'est quand même absolument incroyable. Il envoie un message à sa maîtresse. Oui, à Anne Pajot, et qui lui met un mot. C'était dans les lettres, le fameux livre « Les lettres à Anne » publié par Gallimard il y a une dizaine d'années. Et Anne Pajot lui écrit « Vous m'apprenez aujourd'hui votre cancer avec les métastases et l'espérance de vie, 3 mois à 2 ans. » Et le surlendemain, il répond la peine de mort est rétablie. La peine de mort venait d'être abolie. Ça avait été publié au journal officiel et voté par le Parlement. Et il ajoute la phrase qui est je passe aux assises. Enfin, voilà, il fait la comparaison entre la situation dramatique qu'il doit vivre et puis le fait que la peine de mort vient d'être abolie. Et on lui dit 3 mois à 2 ans et il tient 14 ans. Donc, on est dans une espèce de flou, alors, constitutionnel, parce que rien de sérieux n'est prévu dans la Constitution. Si un président est évidemment malade, quand je dis évidemment que ça se voit, que le gouvernement le sait, le Premier ministre le sait, il faut que le Premier ministre, que ce soit dans une situation normale ou en cohabitation, donc imaginons Balladur en cohabitation à ce moment-là, ce qui est le cas, allait dire au Conseil constitutionnel, le président Mitterrand n'est plus en état de présider. C'est impossible. Oui. C'est impossible. Alors, on s'est retrouvé avec Jacques Chirac dans une situation aussi de maladie. Alors, c'est beaucoup moins grave, mais en même temps... un AVC, alors on dit un petit AVC, c'est on dit même pas AVC, on dit accident vasculaire, on ne dit pas cérébral. Donc, dans un premier temps. Et on ne dit ni au Premier ministre, ni au ministre de l'Intérieur, Premier ministre Villepin, ni au ministre de l'Intérieur Sarkozy, ni aux institutions, ni au Conseil constitutionnel. Ils rentrent à l'hôpital le vendredi soir. Ils ne sauront que le samedi matin que le président est à l'hôpital et qu'il a fait ce petit AVC, mais qui va quand même énormément l'affaiblir. Alors, il est en mesure de... Est-ce qu'il est en mesure ? La question, Patrice Duhamel, se pose, parce que est-ce qu'il a été jusqu'au bout en mesure, comme ça a été dit, de présider ? Non, à 100%, non. Ben non, bien évidemment, non. Mais c'est moins lourd et c'est moins flagrant que Georges Pompidou et François Mitterrand. Je dis dans la conclusion, c'est une phrase, je suis désolé, les gens peuvent être heurtés, mais que j'assume totalement, qui est dans les 2 dernières années, et Georges Pompidou et François Mitterrand n'avaient ni la force de présider, ni le courage de démissionner. Bon, c'est pas une critique ou un reproche, il faut un courage incroyable pour dire aux Français, aller à la télévision en disant écoutez, je suis plus en mesure d'exercer mes fonctions, je démissionne parce que mon état de santé, parce qu'à ce moment-là, tout le monde va aller enquêter, on saura que pour les deux, ils le savaient depuis assez longtemps. Mais ça reste encore le mensonge. Au fond. Donc, même dans le cas de Jacques Chirac, au fond, on n'a pas dit la vérité. Oui, on a dit que c'était un petit AVC, mais qui a été quand même plus grave que ça n'a été dit. Pendant une certaine période, le président ne pouvait pas prendre l'avion, etc. Et puis, il avait du mal à arbitrer. Alors, il avait quand même 2 personnalités qui étaient un peu chaudes, qui étaient Villepin, Matignon, Sarkozy. Et il avait du mal à arbitrer entre les deux. Il n'avait plus cette force-là. Cette maladie a peut-être justement aiguisé des appétits en coulisses. Parce que on pourrait reparler de Georges Pompidou. La maladie de Pompidou aussi. Avec Jacques Chaban-Delmas. Et Giscard, oui, absolument. Qui derrière... Donc, c'est une situation politique. Mais aussi, en même temps, Chaban et Giscard, je connaissais très bien les deux, ont été vraiment surpris de la rapidité. Ils savaient que le président était malade, ils savaient de quoi il s'agissait, que c'était une leucémie gravissime. Ils ne savaient pas que ça allait se terminer de cette manière-là, parce que ça a été absolument fulgurant. Il est mort en 48 heures. Est-ce que, alors, ça dépasse ce qui est dans le livre, parce que c'est formidable ce livre, enfin, c'est un document absolument incroyable, mais même la santé mentale d'un chef de l'État. On a dit que Jacques Chirac avait traversé des périodes de dépression. On l'a dit, ça. Est-ce que tout ça peut jouer aussi sur l'exercice du pouvoir ?
Oui, alors moi, ça, je ne peux pas me permettre de juger la santé mentale de XY. Et s'agissant des 4 présidents dont je parle, parce que l'exemple de De Gaulle est incroyable, parce que lui, contrairement aux 3 autres, n'a pas su qu'il était atteint d'un anévrisme de l'aorte qui avait été diagnostiqué en 1955 pendant la traversée du désert par un grand médecin qui s'appelait le professeur Milliès, qui était un peu l'équivalent de Jean Bernard quelques années avant. Et son médecin personnel, qu'il avait connu à Londres, qui avait été compagnon de la Libération, et qui a dit au professeur Milliès: je ne veux pas dire au général qu'il a un anévrisme de l'aorte parce qu'il a un tel sens de l'État. Si je lui dis ça, Oui. et je serais obligé de lui dire qu'il peut succomber à tout moment, eh bien, il ne reviendra jamais au pouvoir. Oui. C'est aussi shakespearien que ceux qui savaient. Mais lui n'a jamais su. On savait son père en était mort, on sait qu'il était fatigué, on a vu en mai 68 que c'était un petit peu compliqué pour lui, mais jusqu'au dernier moment, et jusqu'à la mort en 70, après être tourné à Le 9 Colombey, novembre 70, voilà. il s'effondre et il dit « j'ai mal dans le dos ». Voilà. Mais il aurait pu, ses derniers mots. Hein. Il aurait pu disparaître de la même manière depuis 1955, pendant 15 ans. Oui. Mais il ne le savait pas. C'est au fond rappeler que ce ne sont, pour l'instant il n'y a pas eu de femmes, et que ce ne sont que des hommes. Oui. Et qu'ils sont face à la mort. Mitterrand avait eu des mots très forts là-dessus, sur le combat qu'il menait face à la maladie, Oui, qui était alors, une forme de combat comme un combat politique. Oui, alors il en a parlé de manière très lyrique d'ailleurs, comme il s'exprimait de manière incroyablement noble, formidable, etc. Mais il l'a fait qu'à partir du moment où on a su qu'il était atteint de ce cancer de la prostate. C'est-à-dire il l'a fait dans les dernières années. Et ça, à ce moment-là, il ne se cachait plus dans les 2 dernières années. Mais il n'était plus... Il passait quand même grande partie de la journée allongé. Je donne plein d'exemples, je rappelle plein de... Il prenait des décisions allongées sur un lit. Oui, et puis quand il recevait des ambassadeurs, ça durait 10 minutes, et il en recevait un, les lettres de créance, et puis il allait se reposer pendant 10 minutes, puis il revenait. Enfin, c'était Oui. un enfer. C'est tragique, absolu. et vous le décrivez bien. Et Georges Pompidou, Jean Bernard, donc je le mets dans le livre, il y a des moments où il y a un épisode où il est en pleine confusion mentale, le président de la République, où il se couche tout habillé. Il y a des moments où il délire en disant réévaluation, dévaluation autour de lui, dans sa famille. C'est absolument terrible comme situation. Et que dire? On se met à sa place de ce jeune médecin, Alain Pompidou, qui était son fils, que j'ai d'ailleurs très bien connu. C'était un type formidable. Et que dire à son père, président de la République? Est-ce qu'on peut lui dire papa, il faut que tu démissionnes? Jusqu'au bout, il va dire on ne doit pas le dire. Oui, alors il informe le professeur Jean Bernard. Il a des discussions avec son père sur l'idée des démissions. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est bien raisonnable, etc. Et la femme de Georges Pompidou, Claude Pompidou, elle, alors là, c'est vraiment... Elle ne veut absolument rien dire, que rien ne se sache. Et même après la mort, les Français, on l'a évoqué il y a un instant, il n'y aura pas de communiqué le soir ou le lendemain disant le président de la République est mort d'une septicémie brutale qui est liée, bien entendu, à la maladie, oui, à cette leucémie dont il était victime. Vous appelez ce livre « Le crépuscule des dieux ». Et c'est vrai que ce sont des animaux politiques arrivés au sommet de leur ambition à un moment donné, et qu'au fond, la maladie ne saurait pas les empêcher, qui peuvent être plus forts comme des dieux. Et c'est le mot que vous employez. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre emprunté à Wagner. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme de montrer ce caractère, et qu'au fond, c'est presque dangereux d'être comme ça? Oui, mais il y a 2 lectures. Il y a la lecture d'admiration, d'empathie, ces hommes qui combattent avec une force incroyable. Ils souffraient, les deux, Pompidou et Mitterrand, souffraient le martyre. Il y a des moments où c'était insupportable pour leur proche entourage. Et puis, il y a des moments de répit, de rémission, où c'était quand même 2 hommes d'État de très haute dimension, où ils prenaient des vraies décisions. Georges Pompidou, on est en crise pétrolière. Oui. En 1973, il y a une grande crise pétrolière. Pompidou lance, par exemple, le grand programme sur le nucléaire civil. Donc, c'était un moment de grande lucidité. Et c'était heureusement qu'il a fait ça à ce moment-là. Oui. Et puis, il y a des moments où ils sont incapables de prendre des décisions. Donc, la gestion
de cette double situation psychologique et politique et institutionnelle, c'est quand même le chef des armées qui est le seul à pouvoir déclencher le feu nucléaire. Et puis, il ne faut pas montrer qu'on est malade. Absolument. Ils sont malades. Ils ont du doivent mal, affronter la maladie, mais en plus, il faut qu'ils la cachent. Ils ont du mal Ce à qui est ne pas... terrible. C'est aussi ça la tragédie. Ils ont quand même beaucoup de mal. Et dans les derniers mois, Pompidou dit à son secrétaire général... François Mitterrand dit à son Premier ministre de cohabitation, Édouard Balladur, qui d'ailleurs a connu les deux situations, c'est également incroyable. Et d'ailleurs, heureusement qu'il était là, Balladur, dans les deux cas, parce qu'il a vraiment tenu. Et quand ils descendent ensemble au Conseil des ministres, dans l'ascenseur à l'Élysée, François Mitterrand dit à son Premier ministre, alors qu'ils ne s'apprécient pas tellement, ils sont courtois ensemble, mais ça ne va pas au-delà de ça, lui dit, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout du Conseil des ministres, donc si je dois me lever et partir, je compte sur vous pour... voilà, on est dans le mot de shakespearien, je crois, est adapté à la situation. Merci beaucoup, Patrice Duhamel. Et ce livre est absolument fascinant. S'appelle Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, les derniers mystères révélés. C'est aux éditions de l'Observatoire. Ça se lit vraiment, c'est incroyable. On y apprend beaucoup de choses et ça renseigne aussi sur le pouvoir et les hommes qui les exercent. Et le rapport au pouvoir de ces hommes d'État. Merci. Merci, Patrice Duhamel. Merci.